Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouveau podcast sur le collège football. L'équipe est une nouvelle fois au grand complet. On a eu la chance en plus d'avoir encore une week très intéressante. On a pas mal de choses à dire. Comme d'hab, on va essayer de vous résumer ça au niveau de nos coups de cœur et nos coups de bambou. Et donc par la suite, comme d'hab, on verra les previews du coup pour la prochaine week, avec certains matchs encore très intéressants pour la prochaine week. Mais avant tout, je vais vous présenter donc mon équipe de choc qui est toujours présente. Le premier, mon frère d'armes. On vit pour le moment des semaines un peu compliquées, mitigées j'ai envie de dire. Mais pour le moment, le taf est fait. C'est mon ami Bertrand. Salut Bertrand, comment tu vas? Salut, ça va, effectivement, un peu mitigé pour Texas, mais effectivement, on a vu une week 3, du coup, encore impressionnante et pleine de rebondissements. C'est vraiment le college football comme on l'aime. Ça approfondit tout doucement. On améliore un peu notre attaque. On travaille les fondamentaux, et Ah, la cohésion d'équipe. Petit à petit, on va. l'attaque a besoin. Heureusement que la défense tient la baraque, mais l'attaque a vraiment besoin de Exactement. s'améliorer. C'est bien de faire notre petit point comme ça au niveau des équipes de présentation. Parce que pour le suivant, j'espère qu'il va pas trop être fâché. C'est notre insider de la Caroline. Salut Rosu, comment tu vas? Salut à tous. Bah, ça va bien, ça va bien. Week-end un peu difficile, effectivement, pour nos amis des Gamecocks. Mais bon, on a pu regarder aussi d'autres matchs qui nous ont bien plu, donc c'est la vie. On verra ce qui se passe la semaine prochaine et la semaine d'après. Exactement, on espère qu'ils vont pouvoir rebondir avec un gros match qui les attend pour la prochaine week. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en discuter par la suite. On va essayer de ne pas perdre trop de temps sur les présentations parce que vous connaissez l'équipe, c'est toujours la même équipe. On est toujours à trois pour vous présenter tout ça. On va rentrer directement dans le vif du sujet en vous parlant de nos coups de cœur et nos coups de bambou. Je vais me permettre de commencer par mon coup de cœur qui m'a fait un peu de mal à l'évoquer, mais c'est pour vous montrer qu'on sait quand même rester impartial et professionnel, parce que, sachant mon amour pour les Longhorns, je vais vous parler de leurs rivaux Texas A&M, qui sont sur un très bon début de saison, qui ont, sur les 3 matchs qu'ils ont fait, les 3 fois marqué plus de 40 points. Donc ça à noter, parce que je vais vous parler de leur attaque, évidemment, ce que je veux mettre en valeur. En concluant en plus, bon, les 2 premiers matchs étaient des matchs qu'ils devaient prendre, logiquement. Le troisième, c'est quand même face à Notre-Dame, qui même si c'est un Notre-Dame qui a un peu un début de saison compliqué, ça reste quand même une très grosse équipe, qui est potentiellement qui peut être top 10 de la Ligue, avec une des meilleures défenses également, mais ils ont réussi quand même à en coller 40 aussi. Et je voulais pour cela évoquer un trio d'attaque, en commençant par le QB Marcel Reed, qui finit un match quand même à plus de 360 yards face à Notre-Dame, avec 2 TD et une interception, certes, et en ajoutant 37 yards à la course, mais quand même un match correct face à un très gros de la Ligue. C'est ça qui est important de le signaler. Il n'a pas fait ce genre de stats face à une équipe un peu plus faible. Et pour l'accompagner dans ce match, donc il y a le duo de running back receveurs qui sont aussi les numéros 1 de cette équipe, qui accompagnent très bien Marcel Reed. C'est Levon Moss, qu'on connaissait déjà, qui a quand même mis 81 yards, mais surtout 3 TD face à la défense de Notre-Dame. Et Mario Craver, le wide receiver, qui avec 7 réceptions a mis plus de 200 yards en réception, donc 207 yards avec un TD à la clé. Donc, ce que je voulais surtout mettre en avant, c'est évidemment ce match-là face à Notre-Dame, mais juste pour vous donner quelques stats pour compléter ça, c'est que leurs 2 premiers matchs, donc le tout premier face à UTCA qu'ils ont gagné avec 42 points marqués, donc 40 points de marqués, le QB Marcel Reed avait placé 289 yards à la passe pour 4 TD, 0 interception. Et, bien accompagné toujours par son receveur numéro 1, Mario Craver, qui avait mis 122 yards et 2 TD dans ce match. Donc, à noter que les 3 matchs, le receveur il fera plus de 100 yards. Ça montre aussi la régularité du joueur et justement l'importance pour cette attaque de Texas A&M. Et donc, dans cette deuxième rencontre face à Utah State, ils ont également mis plus de 40 points, 44 points marqués. Marcel Reed est à 220 yards pour 3 TD et 0 inter. Il ajoute en plus, parce qu'on sait qu'il a le double qualité de pouvoir courir, de pouvoir passer, il a ajouté 66 yards à la course avec un TD.
Et notre ami Mario Craver, lui, il est également à plus de 100 yards, donc 114 yards en réception pour un TD. Donc je trouvais ça important de mettre en avant leur attaque. On les avait annoncés quand même plutôt dans le haut du classement en début de saison. Pour le moment, ils font le taf. Ils ont leur premier gros morceau, ils l'ont bien géré. Ils l'ont gagné, je n'ai pas rappelé le score, mais 41-40. Mais donc je trouvais ça important de pouvoir justement relever ce point et montrer quand une attaque fonctionne bien, contrairement à d'autres attaques qui sont un peu compliquées en ce moment. Je ne sais pas si vous voulez, Bertrand ou Rosu, ajouter un petit quelque chose sur l'une des deux équipes. Je sais que Notre-Dame, c'est un peu compliqué aussi en ce moment, mais bon. Oui, le début de saison de Notre-Dame est un petit peu faiblard. On s'attendait un peu mieux. Après, bon, forcément, le quarterback qui doit prendre ses marques, c'est pas facile. Et puis sur Texas A&M, forcément, ça m'arrache un peu la bouche de le dire aussi. Mais voilà, 127 points en 3 matchs. C'est impressionnant, ça roule, voilà, ça se débarrasse de Notre-Dame. J'espère. Après, c'est bien pour la rivalité avec les Longhorns, parce que ça voudrait dire qu'on aura un match en fin de saison qui vaudra son pesant de cacahuètes. Mais du coup, ça me fait peur, parce que de l'autre côté, les Longhorns sont loin d'être rassurants, notamment sur l'attaque. Alors après, effectivement, il faut qu'ils tombent aussi contre une grosse défense pour un peu se mesurer et voir un petit peu ce que ça va donner pour les Aggies. Mais en tout cas, c'est impressionnant. Clairement, c'est un démarrage sur les chapeaux de roue. Je ne sais pas si ça leur est arrivé de comme ça depuis longtemps, mais autant de points comme ça en 3 matchs, je pense que ça doit faire longtemps que ça ne devrait pas arriver. On est d'accord. Et juste pour dire un petit mot sur Notre-Dame, parce qu'on a pu en discuter ensemble un peu en off. Rosu, tu vas rebondir là-dessus, mais est-ce que pour toi, Notre-Dame, leur ascension en play-off est déjà terminée ou non? Ou alors tu penses qu'ils peuvent encore faire le nécessaire? Je pense qu'ils ont quand même leur nom et leur résultat de l'année dernière qui pourront peut-être les sauver à la dernière minute, mais dans tous les cas, il faudra ne serait-ce que tout gagner en ce qui les concerne. Sinon, je pense que c'est vraiment mort, mais c'est vrai qu'ils ont un calendrier qui est, on va dire, abordable. Tout à fait. Voilà, ils ont un seul gros match contre USC qui leur reste. Donc là, ça leur fait vraiment mal pour eux qui sont pas dans une grosse conférence. Ils sont pas dans une conférence généralement d'ailleurs, mais en tout cas, ils sont pas dans une grosse conférence. Donc là, il faut gagner ce match-là pour eux parce que ça leur permet de s'étalonner par rapport à la concurrence. Et là, malheureusement, ils ont perdu les deux. Donc, chance pour eux, en certain sens, c'est qu'ils n'ont pas perdu de beaucoup. Mais bon, ils ont quand même perdu. Bon, là, c'est pas dit que Notre-Dame, ce soit aussi une équipe aussi bonne que celle de l'année dernière. Le quarterback freshman, il n'a pas l'air trop mal, mais c'est plutôt la défense qui a l'air de vraiment être moins bien que l'année dernière. Ouais, ça veut dire. Peut-être que l'année dernière, ils avaient aussi eu voilà, la pièce tombait toujours un peu de leur côté dans tous les turnovers, etc. Ils avaient des stats extraordinaires en points qui venaient des turnovers, etc. Et pour l'instant, ça tombe pas de leur côté sur cette catégorie-là. Donc voilà, la défense qui peut peut-être poser des questions. Comme on dit, voilà, ils n'ont pas vraiment de gros adversaires qui restent. Donc, je pense que ça dépendra de ce qui se passe ailleurs. Et pour Texas A&M, ils ont l'avantage d'avoir voilà, pas mal de gens qui reviennent. Ils ont eu le receveur Casey Conception de NC State, qui était très fort, qui était un des meilleurs receveurs sur le portail pour booster un peu leur attaque à la passe. Le'Veon Moss, il était déjà là, donc on sait ce qu'il vaut. Alors, sûr. Même l'année dernière, hein, Texas A&M qui avait fait des performances offensives pas mal, peut-être un peu trop inconstant, mais en tout cas, ils avaient déjà montré qu'ils étaient capables d'envoyer la sauce. Donc, si cette année ils arrivent à maintenir le rythme, ce sera une équipe très, très dangereuse. Et puis, voilà, chez eux, ils ont quand même, voilà, c'est une grosse ambiance à College Station aussi chez eux, donc ça jouera définitivement en leur faveur. Un calendrier qui est difficile, hein, une équipe de SEC, mais qui n'est pas non plus inabordable. Dans la SEC, ils ont Auburn, Mississippi State, Florida, Arkansas, LSU, Missouri, South Carolina et Texas. Donc c'est pas non plus voilà, ils ont pas un Tennessee, ils ont pas un Georgia.
Voilà, donc c'est bien pour eux, à voir ce qu'ils vont être capables de faire dans tout ça, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, ils montrent qu'ils peuvent avoir de l'ambition. Déjà, je pense que face à LSU, ce sera un très beau match test, au vu de ce qu'ils ont déjà pu montrer. Et après, c'est vrai que la fin de saison, il va découler, on va voir ce que ça va donner. Justement, pour les personnes donc, qui connaissent un peu moins, on a déjà pu l'évoquer plusieurs fois, mais est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement comment fonctionne justement cette sensation en playoff si on n'est pas champion de conférence ou ce genre de choses? Si tu peux brièvement expliquer aux gens qui nous écoutent par rapport au cas Notre-Dame justement. Ouais, bah disons que le collège football est séparé en pas mal de conférences. Il y en a notamment quatre grosses qu'on appelle le Power Four, qui sont la SEC, Big Ten, euh, Big 12 et le dernier, le nom m'échappe. SEC. Ah, si, j'ai déjà trouvé. Les ACC, ouais. Ouais, SEC, ouais. Ouais. C'est mon accent. Ouais. Donc, les champions de ces conférences-là sont automatiquement qualifiés. Et ensuite, après, c'est un peu en fonction de l'appréciation d'un collège de personnalités du football qui décide qui rentre, qui ne rentre pas. C'est quand même beaucoup basé sur les victoires et les défaites, hein. Donc, par exemple, l'année dernière, des équipes comme Alabama ou South Carolina qui sont passées à la trappe avec un bilan de 9-3. Donc en gros voilà, si on n'a pas 10 victoires, c'est quand même dur d'y prétendre. C'est Si ça, à t'as peu pas près. 10 victoires, c'est dur d'aller en finale de conférence déjà. Mm. Donc voilà, une équipe en 9-3, elle est déjà de toute façon à la merci d'une décision de gens. Voilà, avec toute une autre tripotée d'équipes qui sont potentiellement à 9-3 aussi. Et il y a aussi qui sont qualifiés pour le college playoff. Donc il y a ces quatre grosses, comme j'ai dit, et il y a aussi d'autres plus petites qu'on appelle le group of five. Donc c'est 5 autres conférences qui le meilleur champion de ces conférences-là est aussi automatiquement qualifié. L'année dernière, c'était Boise Ball State. State, exactement. Qui voilà, qui n'ont pas fait long feu non plus en après. C'est des équipes avec déjà beaucoup moins de moyens, des stades qui sont beaucoup plus petits. Enfin, c'est quand même une autre, Une autre dimension. c'est un peu une autre dimension. Tout Voilà, à fait, ouais. ça n'empêche pas d'avoir de temps en temps une de ces équipes-là qui performe bien. Fabuleux. Voilà, comme on a vu South Florida en ce début de saison. Donc voilà, il faut voilà, si on fait par exemple 10-2 dans une conférence petite, ça suffira clairement Voilà. pas. Si on fait 10-2 en SEC, ça devrait suffire. C'est ça qui est important aussi pour compléter un peu ce que tu dis, on va dire, au niveau de ce comité de direction qui choisit un peu qui a sa place ou non en playoff. Ce qui est important, justement, qui peut rentrer par moment dans la bascule, tu l'as dit, le plus important, c'est le nombre de victoires. Et ensuite, c'est plus essayer de voir au niveau des performances, s'il y a eu des matchs marquants, s'ils ont joué contre des grosses équipes, ça peut aussi jouer parfois dans la balance. Mais en tout cas, si jamais on ne fait pas partie si on n'est pas champion des quatre grosses conférences, comme tu l'as dit, c'est un peu plus compliqué d'accéder aux playoffs. Voilà, et donc le cas de Notre-Dame est particulier parce que Notre-Dame, ils sont pas dans Voilà. une conférence, ils sont indépendants, entre guillemets. Mhm. Donc eux, ils jouent traditionnellement des équipes genre Navy, Army, etc. Qui sont pas très très fortes en général. Enfin bref, ils essaient quand même de se mettre un calendrier qui vaut quelque chose dans la mesure où voilà, ils ont besoin de justifier De qu'ils prouver, n'ont ouais. pas, ils ont pas battu personne toute l'année pour avoir une bonne fiche de 11-1 si tu veux. Donc là, ils avaient mis les gros en début de calendrier. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire puisque Tout à fait, ouais. du coup là maintenant quand le comité regardera, même s'ils gagnent tout, Tu perds les deux gros, ouais. voilà, t'as perdu les deux gros, donc c'est ce genre d'équipe-là qui seront en playoff. Donc voilà, ça n'augure pas d'une qualification facile pour Notre-Dame. Non, ils sont plutôt mal partis, hein, quand même. Clairement, je pense qu'ils ont potentiellement perdu contre les deux équipes qui vont finir dans le top 25, je pense, en fin de saison. Miami qui est actuellement 10e et Texas A&M qui est 16e. Pour le moment, il y a USC qui est 25e, mais on ne sait pas s'ils vont garder cette place-là jusque-là, mais ce serait potentiellement une troisième équipe du top 25. C'est sûr qu'au vu de leur calendrier, même si je trouve que petit à petit leur calendrier il s'améliore un peu, ça reste pas un calendrier foufou non plus, mais bon, ils essayent un peu, comme tu l'as dit, de montrer qu'ils méritent leur place.
si tu perds les 2 gros directs, même si tu gagnes tous les suivants, ça va être compliqué, quoi. Ouais. C'est sûr. Mais bon, pour le moment, je pense que c'est pas terminé à 100%. On verra ce que ça va donner. Et si après ils écrasent tout le monde par la suite, peut-être que ça jouera dans la balance. Comme tu l'as dit, en plus, ils ont été finalistes la saison dernière. Je pense que ça doit pouvoir aussi potentiellement jouer là-dessus. Mais voilà, je pense que c'est important de vous rappeler peut-être un peu le fonctionnement. On essaiera un peu de le faire régulièrement pour tenir tout le monde bien au courant et que vous comprenez bien cet univers du college football qui est un peu particulier par rapport aux autres sports professionnels. Du coup, pour embrayer directement, on va partir sur ton coup de bambou, Bertrand. Alors, mon coup de bambou, il est un peu double, mais je vais prendre le premier qui est la prestation de DJ Lagway, le quarterback de Florida, des Gators de Florida, qui se sont inclinés 10-20 contre les Tigers de LSU, bon, qui sont classés 3. Mais voilà, un DJ Lagway qui a envoyé 5 interceptions dans le match. C'est énorme, surtout pour une équipe qui se voulait au début de saison vouloir jouer un peu les troubles fêtes et puis aller titiller en play-off un peu d'autres équipes. Là, clairement, ils sont mal partis. Il y a quelque chose. C'est un peu coupé. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, pour reprendre ce qu'il était en train de... Parce que tu es en train de dire, Florida, ils étaient déjà un peu en crise après leur première défaite, au pluriel, avec notamment leur coach qui était déjà sous le feu des critiques. Mais ouais, c'était déjà, ils devaient se reprendre, et non seulement ils se reprennent pas, et en plus, la manière est pas terrible. Donc, dure semaine pour DJ Lagway qui était annoncé comme un crack aussi, et finalement c'est plus dur que prévu en ce qui le concerne. C'est ça justement que je voulais relever comme point, c'est surtout qu'il était un peu vendu comme dans le top au niveau des QB pour cette saison. On les avait déjà évoqués avec le match face à South Florida qui s'était très très mal passé et qu'ils n'avaient pas fait une très belle prestation. Là, cependant, c'est quand même face à LSU, qui est une des équipes en forme en ce moment. Mais de là à finir avec... En fait, il a prouvé directement que déjà, c'est compliqué face aux équipes moyennes, mais en plus, dès qu'il se tape un gros, il finit à 5 interceptions. Je pense que tu peux avoir pire niveau pour salir ta ligne de stats. Hein. Et puis, je suis revenu et que du coup, j'en profite parce que j'ai vu le match pour la peine. C'est vraiment des interceptions en plus qui sont... C'est des mauvais choix. Qui sont, oui, un peu stupides. Il envoie sur de la double coverage, de la triple coverage. Il envoie bien loin c'était des interceptions faciles pour la défense des Tigers. On sentait qu'il y avait un petit peu quelque chose pour aller titiller les Tigers, parce que bon, il n'y a que 10 points d'écart et on s'attendait plus à ce que les Tigers déroulent un peu plus de Louisiane. Mais voilà, c'est vraiment des choix un peu bêtes et ça met les équipes et notamment l'entraîneur, mais j'ai entendu, parce que ça coupait un petit peu que vous en parliez, déjà sous le feu des critiques, c'était déjà le cas depuis 2 matchs. Et là, même si la fac a déjà communiqué sur le fait qu'il serait avec avec Napier toute la saison, si ça continue comme ça, j'ai un peu des doutes. Surtout quand vous l'avez déjà un peu évoqué dans les previews dans les podcasts précédents, vous en avez parlé. Ils n'ont pas un calendrier facile en plus, pour vous rappeler. Donc là, derrière, ça va être Miami, Texas A&M, Mississippi State, Georgia, Kentucky, Ole Miss, Tennessee et Florida State. Sincèrement, au vu de ce qu'ils montrent, je le vois peut-être prendre Mississippi State et Kentucky, quoi. Sincèrement. Non, ça va être difficile pour eux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les 3 suivants, je les vois pas les prendre. Georgia, je les vois pas les prendre. Ole Miss, Tennessee et Florida State, je les vois pas les prendre non plus. Donc, ça va être difficile. Je pense que la saison des Gators va être très 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 complexe. Et donc justement, là, je reviens sur le calendrier d'en face pour LSU. Alors attendez, je me mets dessus parce que pour le moment, s'il y a bien une des satisfactions de ce début de saison, c'est bien eux. Parce que pour le coup, ils sont en 3-0, ils gagnent les matchs qu'ils ont à gagner en ayant joué Clemson et Florida, tout de même. En plus, avec la manière pour les deux, Clemson, c'était à l'extérieur en plus.
Florida, je me souviens plus. Non, Florida, c'était à domicile. Oui, je sais. Et derrière, ils ont quand même quelques matchs à devoir jouer et se montrer, avec l'enchaînement Ole Miss, South Carolina, Vanderbilt, Texas A&M, Alabama, Arkansas, et finir par Oklahoma. Mais ils peuvent finir avec un très beau bilan à la clé quand même. Hein. Je vois pas non plus de gros à part face à Texas A&M, je pense que ça va pouvoir être intéressant le match. Mais le reste. Et puis ça joue serein, vraiment. On sent bien que Nussmeier, il gère bien son match. La défense, elle gère bien son match aussi. Ça panique pas, ça joue, ça progresse. La ligne offensive est plutôt solide aussi. LSU, je les sens bien cette année, moi, pour la peine. En tout cas, en playoff, si on veut faire des hot takes un petit peu tout de suite, c'est quasi certain. Je pense aussi. Si ça continue comme ça, et je pense qu'en playoff, ils vont poser de sacrés problèmes à beaucoup d'équipes. Évidemment, on reste. Moi, je suis pas d'accord. Toi, t'es pas d'accord? Allez, c'était sûr. D'accord. Il en fallait un. C'est ça. Ouais, non, je pense que LSU, effectivement, ils ont une grosse défense. Mais bon, contre Louisiana Tech, ils ont marqué que 23 points. Là, contre Florida, malgré qu'ils fassent 5 interceptions, ils marquent que 20 points. Attention, les amis. Attention. C'est vrai que ça reste pas ultra impressionnant, comme justement on a pu évoquer Texas A&M qui mettent 40 points à tout le monde. Ouais, puis on disait ils ont battu Clemson, qui est une grosse équipe. Peut-être que finalement, c'est pas une si grosse équipe non plus. Donc, ouais, défensivement, ça a l'air d'être quand même costaud. Ouais. Ça a l'air d'aller quand même. Offensivement, c'est très pauvre aussi, ouais. J'ai failli les prendre en coup de bambou, mais je me suis dit, c'est bon, je leur ai déjà mis un coup. Oui. Je vais pas remettre un deuxième coup, ce serait pas utile. Mais c'est vrai que Clemson, c'est compliqué aussi pour l'instant, leur début de saison. Hein. Et même leur ascension en play-off risque d'être compliqué aussi. Ça fait une bonne transition pour mon coup de cœur. Voilà, parfait. Parce qu'en plus, je voulais lancer ton coup de cœur. Donc vas-y, dis-nous tout. Qui est donc le quarterback de Georgia Tech, Haynes King, qui réalise un bon début de saison à l'image de son équipe de Georgia Tech, qui sont en 3-0. On l'avait évoqué la semaine dernière dans la preview du match, qu'il avait été reposé la semaine dernière quand ils jouaient contre une petite équipe. Donc sachant qu'ils avaient gagné contre Colorado le premier match. Ouais. Colorado à Colorado, mais c'était peut-être que Colorado n'est pas non plus un monstre de guerre, on en reparlera plus tard. Mais là, en fait, la victoire contre Clemson, en plus, c'est des équipes qui sont pas très loin géographiquement. Georgia Tech, ils jouent à Atlanta. Je me rappelle, donc généralement les facs qui jouent dans les grosses villes, c'est pas les plus grosses facs parce qu'il y a déjà une équipe NFL dans cette ville-là, donc c'est plutôt la NFL qui attire les gens, alors que les autres, les grosses facs en général, elles sont dans des villes un peu moyennes, qui n'ont pas d'équipe NFL, etc. Là, Georgia Tech, en tout cas, ils font un bon début de saison, et lui, c'est un peu l'homme à tout faire. On avait dit, un homme d'expérience. Mais surtout, il porte l'équipe sur ses épaules, dans le sens où non seulement c'est lui qui fait les stats à la passe, mais c'est aussi lui qui fait les stats à la course. Là, par exemple, contre Clemson, c'est lui qui est leader de l'équipe en course. Donc, il a 25 portées, 103 yards. Donc ça fait 4,1 de moyenne et un touchdown. Le running back normal qui est derrière, il est à 26 yards. Donc c'est vraiment lui qui fait tout. Et là où il faut surtout lui tirer un coup de chapeau, justement, c'est que les équipes d'en face savent qu'il fait tout. Et malgré ça, il fait quand même. Une équipe comme Clemson n'a pas réussi à l'arrêter. C'est un match que j'ai pu voir parce qu'il était dans la première vague la semaine dernière. Et Clemson, on voit que quand même ils ont des athlètes qui sont un peu supérieurs à Georgia Tech, mais l'équipe de Georgia Tech, et surtout grâce à lui, ça va chercher les first downs difficiles, ça va chercher ça sauve un peu tout quand ça part en cacahuète. Donc vraiment gros match de sa part. Et là, ça aboutit à une victoire sur Clemson, qui eux par contre sont aussi un petit peu dans le pétrin pour les playoffs, parce que ils sont déjà 2 défaites, et eux en plus ils ont toujours une chance de
pour se sortir en gagnant la conférence SEC. Mais voilà, ça va être difficile parce que Georgia Tech, je les vois pas faire spécialement beaucoup de matchs non plus. Donc en tout cas, ouais, Hensling qui sûrement à cette dernière année, mais en tout cas, il a envie de partir sur une bonne note, visiblement. Tout à fait. Et pour rappeler du coup le calendrier de Clemson, pour essayer d'être le plus complet possible sur eux, derrière, donc ce sera Syracuse, North Carolina, Boston College, SMU, Duke, Florida State, Louisville, Furman et ils finissent par South Carolina. Ça reste, comme on l'a dit, au début de saison, c'était potentiellement un calendrier qui était prenable. Maintenant, en vue de ce qu'ils ont montré, ça reste compliqué. Ils peuvent franchement chuter contre que ce soit SMU, Florida State ou même South Carolina. On verra le dernier match. On va pas s'avancer à ce niveau-là parce que tout est encore jouable, mais je pense qu'il y a quand même un bon pourcentage qui va donner que Clemson, ils ne verront pas les playoffs cette année. On verra si on pouvoir rebondir à ce niveau-là. Et donc pour revenir sur Georgia Tech, et donc du coup ton coup de cœur pour cette week, derrière eux ils auront Temple, Wake Forest, Virginia Tech, Duke, Syracuse, NC State, Boston College, Pittsburgh, et ils vont finir dans ce duel d'État face à Georgia. Ils démarrent avec un 3-0. Je pense qu'ils peuvent continuer leur invincibilité pendant encore quelques weeks. Ils ont un bon coup à jouer quand même cette année, je trouve. On verra ce que ça va donner le dernier match face à Georgia, mais si tu arrives déjà face à Georgia en étant invaincu, ça pourrait être pas mal pour eux. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais bon, après, ça veut dire que si, par exemple, Miami continue sur sa lancée, ouais, il y a ça aussi, ouais. Et l'équipe qu'on annonce, voilà, potentiellement, ils pourraient se retrouver en finale SEC avec Miami. Voilà, s'ils perdent à la suite Georgia et Miami, ils auront beau avoir fait 10 c'est marrant, avant. Bon, ça peut être compliqué, mais en tout cas, la balle est définitivement dans totalement. Et ça peut leur permettre d'arriver avec le plein de confiance, en étant invaincu, et là, boum, tu tapes un gros Georgia, pour potentiellement après jouer en finale derrière. Bon, pourquoi pas. On verra ce que ça va donner. Du coup, toi, Bertrand, tu vas nous parler de ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est pour un receveur d'une équipe qu'on ne connaît pas trop, mais qui pourra aller jouer un peu les troubles faits en fonction de son calendrier, qui est plutôt pas mal. On va parler du receveur Omar Cooper Jr., le receveur donc des Hoosiers de l'Indiana, qui a fait une performance ce week-end assez impressionnante, puisqu'il a fait 10 réceptions, 207 yards et 4 TD. Bon, c'était dans un match facile, il faut le reconnaître, puisqu'ils ont battu Indiana State 73-0. Donc c'est quand même pas rien, on est bien d'accord. Ça reste une équipe FBS, donc du niveau d'en dessous, pas très impressionnante, mais ils ont un calendrier qui va peut-être nous faire venir jouer les troubles faits. J'aime bien un peu parce que voilà, ils vont jouer Illinois qui est classé 9, ils vont jouer Oregon qui est classé 6, ils vont jouer Penn State qui est classé 2. Donc là, pour le moment, ils sont classés 3e dans la Big Ten, bien évidemment, parce qu'ils n'ont que des scores fleuves contre des équipes un peu de seconde zone. Mais s'ils arrivent à produire autant contre des grosses équipes comme ça, ils peuvent aller jouer effectivement le haut de tableau, au moins de la Big Ten, aller un peu chatouiller ceux qu'on attend un peu trop facilement, notamment Penn State et Oregon. Et ça risque d'être plutôt sympathique à voir, surtout qu'ils ont un peu l'habitude, déjà l'année dernière, d'avoir été un peu comme ça, un peu les trublions, et puis venir jouer, un peu titiller les plus gros, et puis faire peur à certains. Donc je pense que c'est pas une équipe trop à prendre à la légère pour les grosses équipes. Et ce receveur-là, qui est en dernière année, du coup, est à surveiller, parce que voilà, c'est une performance quand même assez impressionnante. On est d'accord. Comme tu le dis, je pense que c'est pour représenter le mieux, ça peut être une équipe poil à gratter, comme on utilise parfois. C'est vraiment le genre d'équipe qui peut venir embêter le haut du classement. Je voulais mettre aussi un petit accent sur Fernando Mendoza, qu'on avait vu du côté de l'Université de Californie la saison dernière, qui avait fait une bonne saison, qui avait fait des bonnes stats. Et pour le moment, il fait des stats aussi assez propres. Comme tu l'as dit, c'est face à 3 équipes un peu de seconde zone, mais il est quand même à 700 yards en cumulé sur ces 3 matchs,
pour 9 TD et 0 interception. C'est toujours important de le signaler parce que, en sachant qu'en plus, il ne finit pas tout le temps les matchs, étant donné qu'il y a parfois des victoires qui sont un peu écrasantes. C'est toujours important de relever le fait que malgré le fait qu'ils jouent contre des petites équipes, qu'on pourrait la jouer un peu facile, il n'y a pas balancé d'interception casse-croûte de n'importe où ou quoi que ce soit. Il est quand même resté propre face à des équipes de seconde zone. Donc je pense qu'on aura hâte de voir le premier défi pour cette équipe qui arrivera du coup directement la week prochaine parce qu'en sachant qu'Indiana en plus a intégré le top 25, se retrouve 19e. Ils étaient 22e je crois avant ce match-là déjà. Oui, c'est ça, ils sont passés 19e. Et voilà, ils sont passés 19e, donc ça peut être pas mal face à Illinois qui se retrouve à 9e. On verra si c'est pas un petit match intéressant à voir dans la preview. Mais je sais pas. Il faut se rappeler que l'année dernière, ils ont quand même fait le premier tour des playoffs contre Notre-Dame, qu'ils ont perdu entre guillemets que 27-17. Que cette année, c'est aussi un nouveau quarterback. Mendoza, il jouait pas l'année dernière. C'était Rourke qui jouait l'année dernière. Ils sont quand même allés chatouiller Ohio State l'année dernière, donc les champions au titre. Ils n'ont perdu entre guillemets que 38-15 à Ohio State. Donc c'est quand ça reste une belle performance. Donc même s'il y a eu un peu de départ et du renouvellement. C'est ça, voilà, ça va gratter, ça va un peu gratter les cadors de la Big Ten et je pense que ouais, ça peut faire une belle surprise. On est d'accord. Et donc du coup, pour enchaîner, Rosu, tu veux nous parler du coup brièvement de ton coup de bambou? Ouais, mon coup de bambou cette semaine, c'est pour Deion Sanders et Colorado. Colorado qui doit se relever de la perte donc de ses starlets de l'an dernier, donc Shedder Sanders et Travis Hunter, et qui a plus de mal que prévu, qui se cherche encore. Colorado, ils savent pas trop sur quel pied danser, j'ai l'impression. Le premier match de la saison, c'était Caden Salter, le quarterback qui venait de Liberty, qui avait fait de bonnes stats à Liberty, mais bon, face à des adversaires aussi d'un moindre calibre. Ça s'est pas bien passé parce qu'ils ont perdu justement contre Georgia Tech à domicile. Donc le match suivant, Colorado a joué contre Delaware, qui intègre le FBS. Donc le FBS, c'est la première division, on va dire. Il y a environ 130 équipes. C'était leur première année, donc on n'attend pas grand chose d'eux. Ils se sont imposés, mais ils ont fait tourner beaucoup au poste de quarterback. Donc Caden Salter, comme je l'ai dit, qui vient de Liberty en transfert, donc c'était lui qui était censé vraiment être le titulaire. Ils ont essayé un autre, Ryan Staub, qui lui est dans le programme depuis quelques années. C'était lui le backup de Shedder les années précédentes. Il avait commencé qu'un seul match lors de sa première saison. Et le troisième quarterback qu'ils ont en magasin, c'est Julian Lewis, qui lui, par contre, c'est un true freshman, mais c'est une recrue 5 étoiles. 5 étoiles, ouais. Donc c'était une des recrues phares un peu de l'année dernière, mais pour l'instant, ils l'ont pas encore mis. Donc ils ont testé les trois dans le match contre Delaware, avec des stats à peu près correctes, notamment pour Staub, qui du coup a été titulaire pour le match contre Houston, à Houston. Et malheureusement pour eux, ça s'est pas bien passé. Donc ils ont perdu 36 à 20 à Houston, et c'est surtout un peu dans la manière que ça pose problème. Il y a eu à la mi-temps, c'était à peu près serré, et puis ils ont complètement craqué sur la fin. Dans la conférence de presse d'après-match, Deion Sanders qui savait pas trop sur quel pied danser. Donc il dit qu'il trouvait pas les mots, qu'il y aurait, si quelqu'un avait dit qu'il se ferait battre, c'est pas battre, mais qu'il se ferait botter le cul, c'est à peu près ces mots, à Houston. Il l'aurait pas cru. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans l'expectative là, ils sont un peu dans la réalisation que ça va être compliqué. Et voilà, il y a toujours, je crois qu'il avait mis sur le banc des remplaçants
sur la sideline, comme on dit. Il y avait voilà, ses copains stars NFL, genre Michael Irving, Marshall Faulk, Warren Sapp, etc. Mais malheureusement, c'est pas eux qui jouent. Et voilà, j'ai l'impression qu'ils ne savaient pas trop comment expliquer tout ça. J'ai vu aussi une autre interview aujourd'hui où justement revenait sur la performance du quarterback où il disait que bah il était pas bon. Il a été pas bon. Donc c'est voilà, j'ai l'impression que qu'en tant que coach, voilà, gérer les égos des stars, c'est peut-être plus facile pour lui que de gérer une équipe Que de de joueurs coacher. moyens. Voilà. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, mais il rentre dans le dur. En même temps, il faut que voilà, faut que l'apprentissage se passe aussi. Mais c'est vrai que c'est une configuration totalement différente du coup c'est plus difficile pour Colorado. Exactement, ils n'ont pas en plus une fin de calendrier très facile. Là, le prochain match ce sera face à Wyoming et BYU pour enchaîner, TCU, Iowa State, Utah, Arizona, West Virginia, Arizona State et Kansas State. Donc, même si Arizona State et Kansas State ne sont pas au top de leur forme, ça reste des gros matchs pour terminer. Je pense qu'on voit là une petite année de transition pour Colorado parce que, comme tu l'as rappelé, en plus d'avoir perdu ces deux stars, ils ont perdu quand même quelques joueurs cadres à des postes importants qui sont partis en NFL et qui, malheureusement, ont pour le moment pas été vraiment remplacés par d'autres. Je pense que il y avait une hype autour de Colorado les années précédentes. Ça avait donné envie à certains joueurs de venir, mais là, je suis pas sûr que ça se maintienne vraiment. Alors, on verra pour eux comment ça va se passer cette fin de saison, mais ça risque d'être assez compliqué. Du coup, Bertrand, tu avais encore Un petit coup de coup de bambou, bambou. ouais, à Un me petit coup de préciser. bambou. Alors, on a vu un superbe match entre Georgia et Tennessee. Au niveau attaque, il n'y a rien à dire. Mais alors, moi, j'ai été extrêmement, c'est peut-être un peu fort, mais déçu par la prestation des défenses. Hein, normalement, c'est deux grosses équipes, notamment Georgia quand même, hein, qui est réputée pour être une défense très costaud et qui, là, dans un premier quart-temps, s'effondre complètement, prend 21 points dans le premier quart-temps, ce qui est quand même assez énorme. Voilà, pour des équipes qui clairement veulent aller jouer le haut du tableau, il va falloir resserrer les défenses parce que si c'est pour prendre 40 pions à chaque match et puis finir sur des field goals en overtime, ça risque d'être une longue année pour les deux équipes parce que quand ils vont tomber sur des défenses un peu costauds, leur attaque ne mettra sûrement pas autant de points. Je pense notamment à des matchs potentiellement contre Texas A&M ou ce genre de choses. Autant c'est vrai que c'est spectaculaire, ça on aime bien, hein, c'est des gros matchs à rebondissement, ils se sont passés les uns devant les autres, c'est vrai que c'est hyper agréable à regarder, mais ça me pose beaucoup de questions voilà, sur la qualité de leur défense face à des grosses attaques comme peuvent être chacune des deux équipes. Donc voilà, c'est un mini coup de bambou où j'espère que les deux vont vite rectifier le tir et que l'on voit des défenses qui défendent vraiment, quoi, qui restent pas dans les vestiaires, quoi. Je suis d'accord avec toi parce que justement, ce qui était impressionnant, ça m'a impressionné, c'est l'attaque de Tennessee. Parce que je trouvais qu'ils avaient vraiment une très bonne variété au niveau de leur jeu de passe, leur jeu de course. Après, Aguilar qui courait aussi un peu lui-même. Et on voyait justement une défense de Georgia un peu perdue. Dans le premier quart-temps, ils ont fait 0 stop. Tennessee fait 1 stop, quand même. Dans le deuxième quart-temps, il y a une interception de Georgia, mais sinon, ils n'avaient fait aucun stop non plus. Et en deuxième mi-temps, par contre, la défense a été un peu meilleure quand même de Georgia. On a vu quand même un peu plus d'agressivité. On a vu qu'ils ont pris un peu le pas dessus. Mais par contre, c'est Aguilar dans ses choix. J'ai trouvé qu'il y avait deux visages quand même entre la première et la deuxième mi-temps. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti. Pas très efficace effectivement Ouais. sur la deuxième période. Alors c'est vrai que moi j'ai regardé le match et à la fin du premier quart-temps, je me suis dit mais Georgia ils vont en prendre 60 quoi. C'était parti pour Tennessee, il va leur rouler dessus, leur attaque, ça partait dans tous les sens. Et il y a eu un gros coup de soufflet hein, parce qu'au deuxième quart-temps, 0 point. Voilà, Tennessee n'a plus rien réussi à faire. Georgia a un petit peu repris le dessus. On fait un troisième quart-temps et un quatrième quart-temps quasi ex aequo, hein, de toute façon, parce qu'on finit le match. Voilà, les défenses sont un peu step-up.
Mais bon, Georgia peut pas se permettre de prendre 21 points en premier quart-temps contre toutes les équipes. Ça sera pas possible pour eux. Surtout en SEC, hein, ça va pas. Enfin voilà, ils jouent Alabama, ils jouent Auburn, ils jouent Ole Miss, ils jouent Texas. Alors, si on arrive mieux d'ici là, ils jouent Georgia Tech. Ils ont un schedule qui est quand même pas simple, et ça me paraît compliqué. Et puis c'est vrai que voilà, traditionnellement Georgia, ça a toujours été une très grosse défense, très rugueuse. Ils fournissent la NFL en defensive tackle. Quasiment tous les ans. Enfin voilà, ça reste du solide. Et là, ouais, j'ai trouvé ça un peu poussif, quoi. Et notamment le premier quart-temps où prendre 21 points contre un match de gala, hein, parce que c'était quand même le classé 5 maintenant contre le classé 15. C'était un sacré match de gala et ça a mal débuté. Heureusement, ils ont repris le dessus, mais ça a quand même très très mal débuté. D'accord. Rosu, tu veux ajouter quelques mots sur cette rencontre ou sur ces deux équipes? Ouais, je vais encore être un peu différent. Mais ouais, si par contre, c'est pas les attaques qui sont super fortes. Non, justement, parce que au début, j'ai trouvé pas mal, hein. Tennessee, c'était impressionnant première mi-temps. C'était que des bons choix. Et en plus, les jeux qui étaient appelés, c'était ultra bien appliqués. Franchement, c'était top. Par contre, j'ai vu la deuxième mi-temps et j'ai pas l'impression que c'est Georgia qui a explosé au niveau de sa défense. J'ai trouvé que c'était les Tennessee le choix qu'ils étaient un peu moins bien offensivement. Descendu, ouais. Et à l'inverse, j'ai trouvé que Stockton avait beaucoup de mal dans la première mi-temps. Après, c'est mon ressenti. Et je l'ai trouvé plus à l'aise justement en deuxième mi-temps. J'ai l'impression que c'est un équilibre comme ça, plus que des attaques hallucinantes. Tu vois. J'ai l'impression que c'est plus des défenses peut-être qui se sont équilibrées de chaque côté et des joueurs qui ont peut-être un peu plus pris confiance. Mais après, ça n'enlève rien au fait que c'est quand même deux grosses attaques du championnat. Ouais, je crois que le coach de Georgia m'a dit que Tennessee méritait plus la victoire. Bon, en tout cas, voilà, c'était un gros match et je me fais pas spécialement de soucis pour aucune des deux équipes. Voilà, je pense que ce sera pas une bonne chose de les rencontrer, qui qu'on soit. Ça reste des favoris aussi, je pense, pour la prochaine playoff, de ce qu'on a vu. Par exemple, pour en discuter comme ça, pour vous, vous mettrez qui les plus dangereux là, justement, si on a Ohio State, qui vous voulez ne pas affronter en premier directement? Tu dois te taper Ohio State, Georgia, Tennessee, LSU, Penn State. Penn State, pour l'instant, ils ont rencontré personne, donc on ne sait pas. Hein. Oui. Je pense que c'est difficile de les jauger, Penn State encore. Ohio State, Georgia, ça pue quand même. Tennessee aussi, même dans un bon jour. Surtout à Tennessee, quand même une belle on l'a vu, belle ambiance. Hein. Ça doit être sympa de l'avoir un match là-bas quand même. Ouais. Je pense qu'on est à peu près d'accord sur les équipes. Je pense qu'on verra par la suite au niveau du timing qu'on a, mais on pourra vous faire potentiellement un petit retour sur nos top 25 peut-être de chaque week. Ça pourrait être intéressant d'intégrer ça au vu de la présentation qu'on fait des matchs, que ce soit au vu de la week qui est passée ou alors avec la week précédente. On verra comment on vous anime ça, mais on pourra essayer de proposer des choses un peu différentes. Pour rester dans les classiques, on va passer directement sur la deuxième partie et vous parler un peu des matchs à venir pour la prochaine week. C'est la week 4, il me semble, si je ne me trompe pas. Et donc, pour l'instant, le premier match dans l'ordre chronologique qu'on va vous présenter, c'est Texas Tech face à Utah. Deux équipes qui sont classées dans le top 25, donc Texas Tech actuellement 17e et Utah 16e. Donc deux équipes qui sont très proches à ce niveau-là. Des équipes qui ont le même bilan, qui sont en 3-0, avec pour le moment des matchs, on va dire, à leur portée, des victoires logiques. Ils ont gagné les matchs qu'ils devaient gagner. Utah qui gagne même donc le premier match contre UCLA qui est pareil. Je pense qu'au moment, il va falloir en reparler. Ouais, ils ont viré leur coach. Ouais. Voilà. C'est la débandade à Los Angeles. Exactement, franchement très compliqué, mais bon voilà, on n'est pas sur eux. Mais je pense que ça va être un match très intéressant. Ce qui est étrange, vous allez me donner votre avis,
c'est qu'au niveau des bookmakers, certes, Utah est à domicile, mais il les voit grands favoris dans ce match. Dites-moi, je ne sais pas, on va commencer par toi, Bertrand, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Alors moi, ce que j'attends surtout avec impatience, c'est l'espèce de duel de quarterback là, dont on a un peu parlé la semaine dernière, il me semble, en coup de cœur. Beren Morton, le quarterback de Texas Tech, qui a quand même des stats assez impressionnantes. Il a déjà fait 923 yards et 11 touchdowns. Et en face, on a Devon Dampierre qui est pareil, assez efficace, qui court aussi beaucoup plus du coup, qui lui est déjà à 626 yards avec 7 touchdowns. Donc il va y avoir un duel comme ça un peu de loin, puisque bien évidemment ils ne seront pas en face l'un de l'autre. Mais voilà, je pense, en tout cas pour que les bookmakers donnent plus Utah devant, je pense que leur défense est un tout petit peu plus agressive que celle de Texas Tech. Et je pense, en tout cas pour moi, c'est ce qui fera un peu la différence. Les deux n'ont pas forcément, enfin voilà, c'est leur premier vrai gros match de la saison. C'est difficile de les jauger. Bon, à part Utah qui a joué UCLA, mais effectivement, comme on l'a dit, c'est difficile de jauger sur ce match-là. On s'attendait à ce que ça soit une meilleure équipe. Bon, Texas Tech, ils ont joué Oregon State, qui normalement aussi est pas une si mauvaise équipe, et ils s'en sont sortis brillamment en gagnant 45-14. Ouais, c'est un beau choc. C'est un choc de la Big 12. C'est très ouvert, mais effectivement, je vois un peu plus Utah gagnant, ouais. parce que voilà, la défense est pour moi un peu plus aguerrie et un peu plus expérimentée, quoi. Et c'est bien ce que tu as relevé, c'est un peu à l'image de Hens King, le QB de Georgia Tech. C'est ces QB modernes qui sont justement double sanction avec, tu l'as dit, plus de 600 yards à la passe, et il est quand même le coureur numéro 1 de son équipe avec quasiment 200 yards à la course en 33 portées. De 200 yards en 33 portées, c'est quand même pas mal sur 3 matchs, même si jamais il n'y a pas joué des équipes extraordinaires. Du coup, toi, Rosu, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? T'es à peu près d'accord avec nous ou tu vois Texas Tech écraser Utah? Cette fois-ci, je suis le consensus. Mais en fait, on sait pas trop vraiment sur quoi attendre des deux équipes qui vont jouer leur premier gros match de la saison. Texas Tech, ils n'ont pas quand même rencontré grand monde jusque-là. Donc on va voir s'ils confirment. Je pense que Utah, il y a quand même, c'était une des équipes qu'on avait évoquées dans les previews de l'été. Il y a quand même des gros joueurs côté de Utah. Je pense par exemple à Spencer Fano qui est dans la ligne offensive, qui doit apprécier d'avoir le quarterback qui a l'air de faire son boulot derrière. Donc match intéressant, et puis dans l'Ouest, Utah, ça reste quand même une grosse équipe de l'Ouest, qui attire pas mal de talents. Il n'y a pas tant que ça de concurrence dans l'Ouest. Il y a Oregon qui va chercher des mecs un peu partout aux US. Il y a USC qui est pas mal sur la Californie, mais après c'est quand même Utah, c'est des plus grosses équipes de l'Ouest. Donc ils n'ont pas franchement de problèmes de recrutement. Texas Tech, ils sont dans une zone où il y a déjà beaucoup plus de concurrence. Donc voilà, peut-être que l'effectif total de Utah sonne un petit peu mieux, mais bon, ça demande à être confirmé sur le terrain. Tout à fait. Une nouvelle fois, c'est important aussi de relever ce petit point-là. Alors là, on a déjà énormément de choses à vous dire. Mais par la suite, on essaiera peut-être aussi de vous détailler un peu au niveau du recrutement et par rapport à certains États, comment ça peut jouer justement, parfois, des fois plus facile, des fois en fait c'est à ton avantage, des fois à ton désavantage, selon dans quel état tu es. Mais ça, on pourra vous en parler par la suite. Donc toi, du coup, tu vois aussi Utah gagner ce match pour le moment. Ouais, je vais pas parler de mes économies dessus, mais ils sont un peu pas mal. Ouais, on vous propose pas l'option Paris sportif pour le moment, mais non. Surtout que si on fait les comptes depuis le début de la saison, on doit pas avoir gagné beaucoup d'argent. Ouais, je pense qu'on est plus dans le négatif que dans le positif. Tout à fait. Justement, encore un autre match intéressant à voir et potentiellement incertain.
C'est le duel entre deux équipes une nouvelle fois classées dans le top 25. C'est Auburn face à Oklahoma. Oklahoma qui est aux portes du top 10, qui est 11e, et Auburn qui maintient sa place là de 22e. Deux équipes une nouvelle fois qui sont en 3-0. Ils ont gagné leurs 3 premiers matchs, avec tout de même quelques matchs un peu plus référence que les deux autres précédents. Auburn qui a gagné son premier match face à Baylor. Baylor qui est quand même une équipe correcte de la saison. Et Oklahoma qui a battu Michigan. Michigan qui est aussi une équipe référencée, même si c'est plus trop le Michigan d'antan, j'ai envie de dire. Une nouvelle fois, c'est l'équipe à domicile qui est favorite dans ce match, Oklahoma. J'avoue que je suis un peu plus mitigé là-dessus. Je vais être attentif d'écouter un peu vos retours là-dessus, parce que moi, Oklahoma, je les sens pas non plus. Je suis pas hypé par Oklahoma. Peut-être parce que je suis pas trop fan de base, mais On ne dira pas que c'est les rivaux mais directs. franchement, je ne sens pas ultra chaud. Je sais pas, on va pas commencer par toi cette fois-ci, Rosu. Dis-moi un peu ce que tu en penses de cette rencontre entre Auburn et Oklahoma. C'est un match qui vaudra le coup d'être vu, en tout cas. Oklahoma qui a l'air d'être quand même bien remonté par rapport à l'année dernière. Ouais, ça, c'est Le clair quarterback John Mathieu qui attire toutes les comment dire, voilà, les bravos, etc. toute l'attention. Donc c'est pas ça, c'est bien, et ça m'arrange pas trop parce que vu qu'on est South Carolina après, mais bon, pour l'instant en tout cas ils ont l'air d'être plutôt corrects. Ils ont pas vraiment fait de prisonniers jusqu'ici, hein. Faut quand même voir que leur défense, ils ont pas encaissé beaucoup de points. Ils sont à moins de 20 points encaissés dans 3 matchs, dont voilà que 13 même contre Michigan. Les autres ils les ont maintenus à 3 points, donc c'est quand même pas mal, hein. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, et surtout moi ce qui m'intéresse dans ce match, c'est le retour à Oklahoma du quarterback maintenant d'Auburn, Jackson Arnold, qui se fait un peu virer comme un malpropre d'Oklahoma, et qui va pouvoir venir se venger. Donc lui, je pense qu'il sera à fond les ballons pour montrer que voilà, il méritait d'être le QB d'Oklahoma, et qu'ils ont fait une boulette en le laissant partir, on va dire gentiment. Donc voilà, peut-être attention à pas en faire trop non plus, mais je pense qu'il aura quelque chose à prouver. Donc contre une défense qui a l'air de tenir pas mal la route, on va voir ce que ça va donner. Exactement. Et je pense que ce match-là a bien plus d'importance qu'on peut le lire un peu partout pour Oklahoma, parce que gagner ce match-là face à Auburn, je pense que ça pourrait les aider grandement pour la suite, surtout en gain de confiance, parce que même si le match d'après, ce sera anecdotique face à Kent State, derrière, tu as Texas, bon, c'est la rivalité, South Carolina, Ole Miss, Tennessee, Alabama, Missouri, LSU. C'est quand même une fin de saison assez chargée pour eux, j'ai envie de dire. La SEC, ça pardonne pas. Ah bah non, c'est clair que ça pardonne pas. Justement, Bertrand, quel est ton avis sur Oklahoma et Auburn en général, et puis si tu veux parler d'une équipe plus particulièrement? Alors, effectivement, Oklahoma, je m'y intéresse forcément plus parce que Évidemment. il faut bien connaître ses ennemis jurés un peu plus pour pouvoir les affronter plus facilement. Moi, ce qui m'inquiète à Oklahoma, c'est leur ligne offensive. Clairement, un John Mathieu, et il fait le boulot, effectivement, il produit beaucoup, hein. Là, il a produit presque 1 milliard déjà en 3 matchs, 5 TD, quand même 3 interceptions, ce qui c'est pas si propre, hein, quand même. C'est pas si propre. Contre des équipes qui sont quand même pas exceptionnelles, hein. Illinois State, Michigan quand même c'est costaud, et Temple c'est pas non plus du hyper solide. S'ils n'arrivent pas à protéger un peu plus John Mathieu, je pense que ça peut vite prendre l'eau. Mais pour le moment, effectivement, on peut pas dire le contraire. C'est que tout le monde en parle de manière assez dithyrambique, et c'est assez impressionnant. Moi, je rejoins tout à fait Rosu sur le côté que Jackson va venir hyper revanchard, Jackson Arnold, il a quelque chose à aller chercher, et que Auburn, on peut le voir, hein, c'est bien remonté, ça remonte bien, ça joue
plutôt bien. En défense aussi, c'est assez costaud. Je trouve plus costaud que ce que les Sooners ont déjà pu rencontrer jusqu'à présent, parce que la défense de Michigan, je ne l'ai quand même pas trouvée exceptionnellement forte. Donc, c'est un vrai test match pour les deux. Mais je pense que clairement, Oklahoma a beaucoup plus à perdre d'une défaite contre Auburn que l'inverse. Exactement. Et donc, du coup, pour conclure au niveau de ces previews, on va vous parler dans ce troisième match qu'on a présélectionné pour vous présenter. Une nouvelle fois, c'est un duo entre équipes classées. On vous l'a brièvement parlé tout à l'heure. Donc, c'est Indiana qui est 19e et Illinois qui est 9e. C'est une nouvelle fois deux équipes qui sont pour le moment en 3-0. Par contre, c'est deux équipes qui n'ont pas affronté de gros pour le moment. Il n'y a pas eu de match référent justement pour voir si jamais ça vaut le coup. Ce premier match référent, ce sera celui-là. On vous a parlé un peu de l'attaque d'Indiana qui avait fait ses preuves, surtout avec Cooper Junior, le wide receiver que Bertrand vous a parlé. Vous avez parlé également brièvement de Mendoza qui vient de Californie, de l'Université de Californie et qui faisait aussi un bon début de saison. Une nouvelle fois, c'est l'équipe à domicile Indiana qui est favorite, malgré le fait qu'Illinois soit classé dans le top 10. Du coup, Rezu, pour toi, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Deux équipes intéressantes parce qu'en général, c'est pas des équipes qui ont vraiment toute la lumière sur eux, mais qui suite à leur performance déjà l'année dernière et puis cette année, veulent montrer qu'il faut parler d'eux aussi. C'est deux équipes qui ont plutôt bonne presse en ce qui concerne la façon dont ils jouent, et la façon dont le programme progresse. C'est-à-dire que c'est des victoires qui sont bien construites en général. Je pense par exemple à Illinois qui a été désossé Duke chez eux. Illinois qui avait déjà bien fini l'année dernière. Donc c'est deux équipes intéressantes. Est-ce qu'on dit vraiment contre qui ils ont gagné leur dernier match l'année dernière? Ils ont terminé comment? Je l'ai mentionné, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Pour expliquer, ils ont battu South Carolina. À 17, ça va. Voilà. Ils ont gagné leur ball face à South Carolina. Exactement. Ouais, ils ont gagné leur ball et franchement, c'était C'est plaisant. Non, mais c'est rustre, c'est efficace. Donc c'est du football. C'est pas du football paillette, c'est pas du football champagne, mais c'est du football c'est solide, efficace et qui marche. Voilà, c'est des fondamentaux. C'est pas forcément les meilleurs recrues, etc. du pays, mais c'est des programmes qui sont bien coachés. Et voilà, ils y arrivent. Donc on va voir ce que ça va donner dans cette rivalité, parce que pour le haut du Big Ten, pour les deux équipes, il y a quelque chose à jouer. Donc match important pour les deux équipes en tout cas. Ça reste un peu à l'image de Chicago, le jeu un peu rustre, physique, comme ils aiment bien par là-bas. Il fait froid, il faut que ça soit rugueux pour se réchauffer. Exactement. Et donc du coup, toi Bertrand, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre qu'on a déjà évoquée brièvement tout à l'heure? Alors moi, je vais un peu aller contre les avis d'ESPN. Je pense que c'est une rencontre on est plus sur du 50-50 quand même. C'est des attaques et des défenses qui se ressemblent beaucoup, hein. Enfin, notamment en termes de statistiques. Si on prend leurs deux quarterbacks, il y en a un qui a fait 709 yards depuis le début de la saison, l'autre 708. Leur rushing leader, il y en a un qui a 222 yards, l'autre à 217. Leur receveur, les leaders receveurs, le leader receveur, il y en a un qui a 289 yards, l'autre à 299. Et même sur les défenses, hein, leur meilleur plaqueur, il est à 14 plaquages, l'autre il est à 17. En termes de sacs, leur meilleur est à 3, l'autre est à 2. Ça va être un match ouvert. Ça va être des équipes, comme l'a dit Rosu, qui n'ont pas l'habitude d'être un peu sous les projecteurs, mais qui néanmoins, tous les ans, commencent à s'installer quand même solidement dans la Big Ten et finissent plutôt dans la première partie du tableau face à des concurrents comme Oregon et USC, hein, quand même, qui sont
voilà, qui sont des costauds de la Big Ten. Ohio State et Penn State surtout. Et voilà, Ohio State et Penn State aussi, voilà. Et ça finit régulièrement dans la première partie de tableau. Donc c'est des équipes à suivre. C'est sûr que c'est pas du football paillette. Là, je suis d'accord. On n'est pas sur du football champagne. Ça va pas finir à 45, à 42. Alors peut-être qu'ils vont nous surprendre et que du coup j'aurai encore plus l'air bête si vous prenez des paris avec. On sera ton coup de cœur la prochaine week. Voilà, mon coup de cœur et mon coup de bambou pour les attaques et pour les défenses qui normalement doivent être rugueuses. Je pense qu'on va être sur un score un peu plus serré. Ça va jouer dans les tranchées, ça va courir, ça va. C'est bien coaché, c'est costaud, c'est agréable à regarder pour des personnes qui suivent depuis quand même un moment le football américain. Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un match de la Big 12 comme on peut avoir l'habitude avec des 50 à 60. On va être plutôt sur des 15, 20, peut-être 30 maximum. Mais comme on a deux quarterbacks quand même qui sont assez portés sur la passe, peut-être qu'en fonction des conditions météo, on peut avoir une surprise. Ce que j'aime beaucoup, moi, avec ce genre d'équipe, c'est que je trouve que c'est des équipes valeurs sûres. En fait, on sait que c'est des équipes qui ont un programme correct, qui tient la route, des joueurs corrects. C'est pas des équipes qui peuvent potentiellement faire une saison d'explosion, pas tous les ans, mais une saison parfois où ils vont exploser avec un bilan de fou. Mais potentiellement, ça reste des équipes qui restent tout le temps avec un bilan assez correct. Et un peu pareil que Utah, justement, qu'on a évoqué un peu avant. Et ça reste du coup pour les amateurs de college football des matchs cool à regarder parce qu'on sait que c'est des équipes valeurs sûres. On a peu de chance qu'il y en ait une qui sous-performe et qui passe totalement à travers de son match. Ça peut arriver, mais souvent ça reste des matchs quand même cool à regarder. Du coup, pour essayer de conclure un peu sur cette week-là, on va vous tenir encore quelques minutes. Je vais essayer brièvement de vous parler de quelques matchs qui sont à venir aussi. On n'aura pas le temps d'en discuter, mais le duel d'État SMU-TCU, ça peut être un match qui est intéressant à suivre. Par la suite, on a un Tulane-Ole Miss qui peut être aussi sympa à voir. Le Purdue Notre-Dame ou le Michigan-Nebraska, ça peut se regarder aussi. Ça peut être sympa à voir pour les mordus de college football. Je pense que le South Carolina, Missouri vaut le coup aussi de regarder. Je ne sais pas si tu voudrais qu'on en parle brièvement, Rosu, ou non. Ouais, je pense qu'il faut plutôt parler de Vanderbilt qui est venu détruire South Carolina à South Carolina. Et pour le coup, j'ai l'impression que Vanderbilt, c'est franchement pas mal du tout. Même si voilà, on peut critiquer South Carolina qui n'a pas fait un match extraordinaire, mais j'ai trouvé que Vanderbilt, franchement, c'était pas à prendre à la légère. Il fait beaucoup de bonnes choses, notamment en attaque. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser de ce match contre Mizzou. Déjà, il faudra voir pour South Carolina s'il récupère la Norris Sellers qui est sortie avant la mi-temps. Pas sûr. Sur un targeting qu'ils ont appelé, ils ont fait une pause pour le review alors qu'ils avaient déjà lancé le play suivant, alors qu'avant il n'y avait pas de targeting. Enfin, franchement, les arbitres ont été ridicules. À côté de ça, ils ont sifflé 2 roughing the passer contre South Carolina. Franchement, tu te demandes comment les mecs peuvent éviter le quarterback. Enfin bref. Donc voilà, toutes sortes de mauvaises choses qui sont passées par South Carolina. Donc est-ce qu'il sera là Sellers ou pas? J'ai l'impression que c'était une sorte de concussion. Le coach qui veut pas, qui a balayé toutes les questions à ce niveau-là. Donc je pense qu'il doit y avoir des implications. Si c'est une concussion, est-ce qu'il a le droit de jouer, pas jouer, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce sera important de le voir. Mais décevant en tout cas la performance de South Carolina la semaine dernière, mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont complètement bidons? Je suis pas sûr, je pense que. Je pense pas non plus. Vanderbilt était franchement pas mal. On l'avait déjà évoqué aussi, mais en plus ils avaient fait déjà une belle rencontre face à Virginia Tech. Déjà, je trouvais qu'ils avaient été très intéressants. Qui s'est fait détruire par Old Dominion durant le week-end, donc ça c'est pas très rassurant pour South Carolina, mais c'est sûr. Mais ils ont quand même fait. En tout cas, si je faisais 8000 km pour aller voir Texas A&M rouster Vanderbilt, Texas rouster Vanderbilt, peut-être que je serais un peu moins fanfaronnant que je l'étais la semaine dernière. Mais moi, j'ai confiance. Je sais que je vais avoir un très grand match d'attaque. La pression.
Mais ouais, franchement, au vu de ce qu'ils produisent Vanderbilt, j'ai hâte. Je pense que ça va être une très belle rencontre hein, quand même. Et puis, pour l'anecdote, hein, Diego Pavia, le quarterback de Vanderbilt, je crois, a été autorisé aujourd'hui à jouer une 5e année l'année prochaine. Ouais. Donc, il va sur ses 25 ans. Donc, potentiellement, l'année prochaine, il aura 26 ans à la fin de sa carrière de college football. Voilà, bon, c'est avec les petites histoires de Covid et compagnie et de dérogation. Mais on a des joueurs comme ça qui ont du mal un peu à quitter le circuit universitaire quand même. Et ça joue quand même beaucoup hein, quand on a 26 ans face à des gamins qui en ont 18, 19. Quand tu as 5 ans derrière d'expérience, c'est sûr que ça change. Donc Vanderbilt l'année prochaine risquerait d'avoir toujours le même quarterback et potentiellement encore une équipe. Je l'aime beaucoup, c'est un joueur atypique et c'est un très bon joueur de college football, mais après ça s'arrête là. Pour moi, c'est un joueur qu'on ne mettra pas à pied en NFL. Hein. Il a assez de petite taille, mais moi, franchement, en tout cas, il a une bonne mentalité. Je trouve qu'il est. Franchement, il fait du bien à Vanderbilt. Il a des trucs un peu à lui tout seul et franchement, c'est bien. Donc, comme on l'avait pu le voir sur le documentaire qu'ils avaient fait sur Netflix, sur la SEC, on voit qu'en plus c'est un joueur qui colle bien à la mentalité qu'ils sont en train d'essayer d'inculquer à Vanderbilt. Oui, c'est un peu leur porte-drapeau, voilà, à ce niveau-là. Ouais, puis il y a des quarterbacks dont on parle peu quand ils sont jeunes, ils sont obligés de passer un peu par les chemins de traverse et qui finalement se révèlent être super bons. Et puis il y a des quarterbacks qui sont super hypés en sortant du lycée. Et finalement, on se rend compte que finalement c'est peut-être pas trop ça. Tu parles de Sellers ou Lagoué là? T'as pas suivi lequel des deux? Appelez deux. Belle répartie. Il y a mal à l'épaule. On va pas revenir là-dessus. Il y a un souci à l'épaule. Tu verras quand son épaule ira mieux. Quand on va commencer à rentrer dans le dur, dans les matchs compliqués, il va faire preuve. Je sais que je vais avoir un grand Manning face à Vanderbilt. Je crois qu'il a réussi quand même une magnifique série de 10 passes incomplètes de suite contre les ogres de UTEP. C'est une bonne équipe quand même. Les Miners. Hein, ils sont bien défendus. Les mecs qui sortaient de sous terre, forcément. Quand tu les vois pas arriver, tu sais pas où ils sont. Non, c'est vrai que bon, on va pas revenir sur ce match et en plus on va pas le voir 3 heures, mais offensivement encore, c'était très très pauvre. Ah, c'était dur à regarder. Alors attends, je vais revenir sur un truc parce que juste avant de couper, ils ont tenté combien de 4e face à une équipe de ce niveau-là. Sincèrement. Il y a un moment, il faut faire aussi des field goals pour avoir des points, je pense. Mais ça, c'est quand tu vois que l'équipe, elle se rabaisse à devoir tenter des 4e tentatives face à une équipe comme ça de seconde zone, c'est que ton attaque, elle fonctionne pas. Il ne faut pas qu'elle tentative normalement pour avancer face à ça. On n'est pas en train de jouer face à... Non, mais il y a un réel souci sur le passing game, enfin, voilà, le plan de jeu attaque. Heureusement, la course a bien pris, entre guillemets, le versant pour nous sortir de cet écueil. Mais effectivement, j'ai pas été serein tout le match, qu'on soit bien d'accord. Défensivement, ici, ça défensivement, il y en a pas mal qui vont bien monter à la draft, je pense. On sent bien que défensivement, même contre des grosses équipes, contre Ohio State, on a bien vu que c'était la défense qui tenait la baraque, clairement. Mais effectivement, une défense, ça tient la baraque, ça marque quand même pas beaucoup de points, ça peut, mais c'est quand même pas l'objectif. Ça empêche déjà d'en prendre beaucoup. Techniquement, contre UTEP, on prend un TD à la fin dans le garbage time. Bon, voilà, c'est normal, ça fait tourner. Prendre un TD quand il y a 30, je sais plus combien, à 3, à 2 minutes de la fin, c'est anecdotique. Mais n'empêche que ça fait qu'une trentaine de points face à une équipe où on aurait dû en mettre 50. Et on joue contre une équipe Sam Houston ce week-end où normalement, si on n'en met pas 50, je pense que la semaine prochaine, je pleure à ce micro. Ouais. Il serait temps de mettre un peu le point sur la table et de montrer qu'on fait le taf face à une équipe de seconde zone et qu'on monte quand même, parce que pour le moment, on n'a pas montré grand-chose, offensivement, encore une fois. Non. Voilà, bon, on va pas vous embêter plus longtemps avec nos histoires. On va pas déprimer. On aura l'occasion J'espère qu'on n'aura pas à le mettre en coup de bambou. Si on fait pas un gros match ce week-end, je pense qu'on sera obligé. Ça a commencé à devoir être cité, Ouais. On est tu peux attendre la mi-octobre, d'ici là, tu auras ta réponse. Florida et Oklahoma. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ok, bon, parfait messieurs.
Merci beaucoup. Donc on se retrouve pour la prochaine week, du coup, la semaine prochaine. On vous fera une nouvelle fois nos coups de cœur, nos coups de bambou et notre petit preview sur les matchs. Comme vous l'avez compris, selon le timing qu'on a de dispo pour pas vous faire quelque chose de trop long. On verra si on essaie d'incorporer nos top 25 ou des petites choses un peu pour animer tout ça et pourquoi pas essayer que vous nous proposez également votre top 25 pour pouvoir comparer un peu ce qu'on propose. Mais voilà, en tout cas, merci à vous de nous écouter et d'être aussi nombreux et du coup, on vous souhaite une bonne week college football et également NFL parce que je sais que vous êtes aussi nombreux à écouter nos amis de la NFL. Et voilà, on souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao, merci. Ciao tout le monde.